Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean Aprin. Pour ce podcast inédit, direction La Roque-Brussanne, un charmant petit village du Var. C'est là qu'en décembre 2012, Jean Aprin est découvert mort au pied de ses vignes. Son épouse évoque un possible crime de rôdeur, mais l'enquête des gendarmes va bientôt mettre au jour une machination diabolique orchestrée au sein même de la famille de la victime. L'affaire Jean Aprin, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence à La Roque-Brussanne, un joli village provençal de 2500 habitants, à 30 km de Toulon. Dans cette région réputée pour ses vins, les vignobles tapissent la campagne. La côte méditerranéenne et son effervescence ne sont pas loin, mais ici, le calme règne. C'est l'arrière-pays varois. C'est là où les touristes ne vont jamais ou presque. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est très viticole en fait. On n'est pas loin de la Méditerranée, c'est vraiment un endroit baigné de soleil. C'est un petit peu le midi de la France dans toute sa splendeur. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Le village est magnifique, c'est vraiment un décor de carte postale. C'est ici que vit Jean Aprin, avec sa femme Nadine et son fils de 16 ans, Benoît. Comme beaucoup dans la région, Jean est viticulteur. Il exploite un domaine à la sortie du village, le Crot de l'Escalier, où il passe tout son temps. Jean Aprin, c'est un petit peu l'incarnation de la France qui se lève tôt, en fait. Tous les matins, il se réveille avant que le soleil soit levé pour s'occuper de ses vignes. Il a ce métier véritablement chevillé au corps. Les journées de Jean, c'est le travail, le travail, le travail. Mais il a un repère tous les jours, c'est de déjeuner avec Nadine. C'est un peu le seul moment familial, en fait, où ils se retrouvent tous les deux. Nadine, sa femme depuis plus de 15 ans, est aide-soignante à l'hôpital de Brignoles, le village voisin. Et souvent, elle travaille de nuit. Donc le couple se croise la plupart du temps. Alors Jean ne rate jamais cette pause de midi en tête-à-tête. Jamais, sauf ce 5 décembre 2012. Il est 13h. Chez elle, Nadine tourne en rond. Le déjeuner est prêt et Jean n'est toujours pas là. Nadine, ne voyant pas son mari revenir, commence à s'inquiéter. Et donc, elle va tenter de joindre Jean, évidemment, plusieurs fois, qui ne vient pas. Elle questionne la sœur de Jean, qui habite pas très loin. Elle n'a pas non plus de nouvelles. Et finalement, tout naturellement, elles vont se diriger vers le hangar qui jouxte les vignes pour voir si Jean n'est pas là, parce qu'il y passe quand même le clair de son temps. En arrivant, Nadine et sa belle-sœur aperçoivent tout de suite sa voiture garée près du hangar. Il est donc bien là. Mais dans les vignes, aucune trace de Jean. Alors elle s'approche du véhicule. Et tout à coup, elle le voit. Jean est allongé dans le coffre, en position fétale. Et là, elles paniquent un peu, elles essaient de le toucher, elles sentent qu'il ne réagit pas. Les deux femmes le secouent plus fort, mais rien à faire, il est inconscient. Tout de suite, elles appellent le SAMU, qui leur demande de pratiquer un massage cardiaque. On ne sait jamais, ça peut peut-être fonctionner, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc les deux femmes vont sortir en fait Jean du coffre pour tenter de le réveiller. Elles essayent tant bien que mal, elles comprennent vite qu'il ne bouge plus, il y a une sorte de rigidité cadavérique qui est déjà là,
Et très vite, avant même l'arrivée des secours, elles comprennent qu'il n'y a plus rien à faire pour lui et qu'il est manifestement décédé. Une impression vite confirmée par les pompiers une fois sur place. Jean Apprin est bien mort. Il avait 48 ans. Nadine est effondrée. Comment cet homme, dans la force de l'âge, a-t-il pu décéder ? C'est ce que vont devoir éclaircir les gendarmes. Ils procèdent tout de suite aux premières constatations. Sur le corps, rien de suspect à première vue. Aucun indice pour l'instant ne permet de comprendre les causes de sa mort. Mais Nadine, elle, a peut-être une explication. Elle raconte aux gendarmes que son mari est parti pour ses vignes la veille à 22h, visiblement très inquiet. Le capitaine Navarro a participé à l'enquête. Il se souvient de ses premières déclarations. Nadine a dit que Jean a passé la nuit dans son hangar. Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. Parce qu'il a s'inquiété d'une recrudescence des vols dans les exploitations agricoles. Et en plus, il y avait la rumeur dans le village qu'effectivement, il y avait une équipe qui opérait ce genre de choses dans la région à ce moment-là. Des rumeurs qui avaient rendu Jean très fébrile. Car il venait tout juste d'acheter du matériel qui lui avait coûté une fortune. Lui restant pour surveiller son matériel sur son champ, sur ses vignes, serait tombé en pleine nuit sur des gars qui l'auraient agressé pour lui piquer du matériel, de l'argent. Tout de suite, c'est un petit peu l'hypothèse numéro 1 qui s'impose à l'esprit des enquêteurs. Ils vont vérifier aux alentours, notamment dans la grange, s'il n'y a pas du matériel ou des choses coûteuses qui ont été achetées par Jean Apprin qui soient finalement disparues ou qui auraient pu être volées. Mais nos constatations sur place ne laissent apparaître aucun vol. Au contraire, c'est bien rangé. Il n'y a rien qui laisse penser qu'il y a pu y avoir un vol, une altercation au sein du cabanon. Il y a quelque chose qui les interpelle aussi, c'est qu'il y avait eu une bagarre ou s'il avait été frappé et tout ça. Pourquoi il serait allongé comme ça dans le coffre de sa voiture ? Et s'il y avait eu une altercation, pourquoi le corps de Jean ne porte-t-il aucune trace de blessure ni de lutte ? À ce stade, rien ne cadre avec l'hypothèse d'un crime crapuleux. Mais qui aurait pu lui en vouloir ? Et si la réponse se trouvait dans la vie de Jean Apprin ? Nous sommes en 1996. Jean a 32 ans. Il est célibataire et il travaille comme magasinier dans un supermarché près de la Roquebrussanne. C'est dans ce petit village qu'il rencontre Nadine. Elle a 31 ans. C'est la fille d'un viticulteur bien connu dans la région. Paul connaît Nadine depuis longtemps. Elles ont travaillé ensemble pendant des années. Nadine Apprin est une femme plutôt bien charpentée, assez imposante. Paul Olzac, collègue de Nadine Apprin. Un regard clair, un très beau sourire qui irradie, c'est certain. Une femme bien campée. C'est quelqu'un de jovial. Éric Scalabrin, avocat de la défense. Quelqu'un, oui, d'agréable, de bon abord. Jean est tout de suite subjugué par cette femme rayonnante. Alors qu'ils se connaissent depuis peu, tout va très vite entre eux. Ils se marient en 1996 et dans l'année, Nadine accouche de leur fils Benoît. Jean s'installe donc avec femme et enfants à la Roquebrussanne et les jours s'écoulent tranquillement. Jusqu'en 2009 où sa vie va prendre un nouveau tournant. À 45 ans, il a la possibilité, il a l'opportunité en fait de reprendre des terres viticoles qui appartiennent en fait à sa belle famille. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il semble avoir longtemps attendu son heure
Et à partir du moment où ces terres, plus personne ne les exploite, et ben, il décide de le faire. Et donc, il décide de changer de vie. Étant salarié de base au départ, il devient artisan, véritablement entrepreneur quelque part. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et il se prend à cette aventure de manière totalement passionnée, passionnelle. Jean se découvre une véritable vocation. Très vite, il voit grand. Il construit de ses mains un hangar immense près des vignes. Il investit dans du matériel agricole. C'est un novice, mais il est ambitieux. Il veut vraiment réussir dans le vin. Il veut vraiment réussir à avoir un clos qui soit effectivement primé. Et il avait peu de loisirs. Ses loisirs, il est passé dans ses vignes, dans son cabanon. Pour les gendarmes, à ce stade, rien dans cette vie laborieuse ne leur donne la moindre piste. Alors pour tenter d'en savoir plus, il convoque celle qui le connaît le mieux, sa femme Nadine. Alors qu'elle est entendue, une autre hypothèse émerge sur la mort de Jean. Nadine Aprin indique dans sa déclaration que depuis quelque temps, il avait des problèmes de santé et qu'elle avait envisagé de l'orienter vers un spécialiste pour voir ce qui pouvait clocher chez lui, quoi. Jean était extrêmement fatigué, avait des problèmes de cœur et avait un sérieux problème d'alcoolisme, dit-elle. Quand ils entendent Nadine, les gendarmes font tout de suite le lien avec cette bouteille de pastis retrouvée dans le hangar. Et si, tout simplement, Jean avait fait un malaise ce 5 décembre? Pour confirmer cette hypothèse, ils interrogent les proches qui, à leur tour, dressent le portrait d'un homme stressé au bord du burn-out. Un ami de Jean se souvient même d'un étrange incident survenu quelques semaines seulement avant sa mort. Jean était vraiment pas du tout dans son assiette. Cet ami raconte qu'il avait dormi pendant 2 jours. Bon, on peut être surmené, mais bon, dormir 2 jours d'affilée, c'est quand même un petit peu inquiétant. Les médecins vont l'ausculter et vont dire « Écoutez, monsieur, là, vous êtes à la limite de vos forces physiques, quoi, donc reposez-vous un peu. » À l'issue de toutes ces auditions, les gendarmes sont maintenant convaincus que Jean Aprin a fait une crise cardiaque. Entre le fait qu'il avait des problèmes de santé depuis quelque temps, il consommait de l'alcool, qu'il a passé la nuit dans son cabanon pour surveiller qu'il n'y a aucune trace de violence, on pouvait envisager une mort naturelle. Même si on le retrouve dans le coffre de son véhicule, parce que c'est un véhicule break, il aurait pu s'allonger dans le coffre de son véhicule. Enfin, tout pouvait être envisagé. Le capitaine Navarro a maintenant un scénario en tête. Ce 5 décembre 2012, Jean Aprin, à l'affût des cambrioleurs, aurait bu toute la nuit pour tenir le coup. Ivre, il aurait fini par se coucher dans le coffre de son break pour se reposer, et puis il serait mort là, terrassé par l'épuisement et sa santé fragile. Un scénario que va conforter l'autopsie. Car selon le médecin légiste, Jean a bien succombé à un œdème pulmonaire causé par une insuffisance cardiaque. Pour les gendarmes, Jean est donc bien mort de mort naturelle ce 5 décembre 2012. Tout aurait pu en rester là, mais alors qu'ils s'apprêtent à classer le dossier, un détail soudain leur saute aux yeux. Un détail qui va relancer toute l'enquête. C'était le fait que l'individu était en chaussettes dans le coffre de son véhicule et qu'il avait les chaussettes propres, alors que le terrain, c'était la terre battue et ses chaussures étaient à l'intérieur du cabanon. Et à moins d'avoir fait de la lévitation, il ne comprenait pas comment il avait fait pour atterrir dans le coffre de son véhicule avec des chaussettes propres. On est au mois de décembre en plus, donc c'est un peu humide. Et donc forcément, la terre aurait laissé des traces sur les chaussettes. C'est quand même très très étrange. Et donc les gendarmes
finissent par eux-mêmes ôter leurs Rangers, là, et pour refaire le chemin, et puis ils en sortent avec des chaussettes, évidemment, pleines de terre. Donc là, vraiment, c'est le truc qui cloche, quoi. C'est le petit grain de sable qui va faire basculer toute cette enquête, quand même. La piste de la mort naturelle ne tient plus. Cette nuit du 5 au 6 décembre 2012, quelqu'un a forcément transporté le corps de Jean dans le coffre. Ce qui expliquerait que ses chaussettes soient restées propres. Mais alors, qui ? Jean avait-il des ennemis ? C'était un viticulteur ambitieux. Et si on avait cherché à éliminer ce concurrent gênant ? Les gendarmes décident de faire le tour des exploitants du coin. Dans le village de Roquebrussin, c'était quelqu'un qui était apprécié, qui ne faisait pas parler de lui. Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. Il reprenait la vigne qui lui avait été léguée, mais ça restait une petite exploitation. C'est pas quelqu'un qui aurait pu faire de l'ombre aux autres domaines viticoles de la région. Donc, on a rapidement écarté l'hypothèse de la concurrence dans le domaine viticole. Alors que le mystère s'épaissit autour de la mort de Jean, le 24 décembre 2012, tout le village se presse dans la petite église de la Roquebrussanne. Chacun vient lui rendre un dernier hommage, dans une ambiance très pesante. Et lors des funérailles, il y avait 2 enquêteurs de la brigade de recherche qui s'étaient mêlés à la foule. Et là, ils ont décrit un moment très très émouvant avec Nadine Aprin qui était pleurée, alors que son fils était plus en retrait. Très effacé, et elle est tombée au sol, elle hurlait, c'était un déchirement. Tout le monde se regarde en chien de faïence quand même, parce qu'on se demande qui a tué ce gars qui faisait quand même partie du paysage. Et en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à courir. Tandis qu'au village, les commérages vont bon train, l'enquête, elle, est dans l'impasse. Les gendarmes décident donc de retourner au hangar. Un détail leur a peut-être échappé. Et alors qu'ils inspectent les lieux, ils remarquent Benoît, le propre fils de la victime. Celui qui ne s'intéressait pas du tout à la mort de son père, tout à coup s'intéresse à l'enquête. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Ça intrigue un des gendarmes. Il voit bien que Benoît n'est pas dans son assiette. Et donc, il lui dit « Toi, tu as des choses à nous dire, il faut que tu viennes nous voir. » Et il lui propose de passer à la brigade pour s'expliquer. Le gendarme est loin de se douter que son intuition va changer le cours de l'enquête. Benoît se présente donc à la gendarmerie dès le lendemain. Il semble mal à l'aise, très abattu. Les enquêteurs sont tendus. Face à eux, est-ce que l'adolescent osera s'exprimer ? Mais alors que l'audition démarre, il se met très vite à parler. Et c'est un terrible secret qu'il va révéler aux gendarmes. Un secret qu'il garde depuis près de 3 semaines. Ce jeune garçon, qui est à peine sorti de l'adolescence, commence à livrer une confession qui est proprement hallucinante. Il va raconter en détail la fameuse soirée du 5 décembre. Et tout commence au moment où en fait son père veut aller se coucher. Tous les soirs, Jean prend en fait un café avant d'aller dormir. Mais ce jour-là, plus tôt dans la journée, Benoît explique qu'il a pilé des somnifères dans un bol. Des somnifères dilués ensuite dans le café de son père. Et donc il va raconter que ce café bu, son père serait tombé dans une sorte de léthargie.
Une fois qu'il était dans son lit inanimé, Nadine est allée chercher Benoît dans sa chambre en disant maintenant il faut qu'on s'en occupe. Mère et fils vont alors imbiber un oreiller avec de l'eau de Javel et du white spirit. Dans la chambre où Jean est toujours inconscient, ils vont ensuite l'étouffer et l'étrangler en même temps à l'aide d'une ceinture. Le tout, selon Benoît, aurait duré une demi-heure environ. On est quand même face à un acharnement, une détermination phénoménale, parce que ça dure plus d'une demi-heure à lui tenir un coussin, à l'étrangler en même temps. Les gendarmes sont stupéfaits. C'est un crime d'une violence inouïe que Benoît vient de raconter. Mais l'adolescent n'en a pas fini. Et donc là, on est en pleine nuit, il faut imaginer la scène. En fait, ils vont prendre le corps du père, le charger dans le coffre de la voiture et l'emmener vers le hangar, pas loin du domaine viticole. Ils avaient dans l'intention, dans un premier temps, de déposer le corps à l'intérieur du cabanon, mais comme ils ont estimé qu'il était trop compliqué à bouger et trop lourd, ils l'ont laissé dans le coffre et se sont contentés de mettre les chaussures à l'intérieur du cabanon pour montrer qu'il était dans le cabanon, et ils repartent tout simplement avec le 4x4. Le lendemain, Benoît explique que sa mère avait fait semblant de chercher son mari. Lui, il avait brûlé la ceinture dans la cheminée de la maison. Les gendarmes tiennent maintenant des aveux. Mais pourquoi Benoît a-t-il tué son père ? Pressé par les enquêteurs, l'adolescent fait alors une autre révélation. Ce n'est pas lui, mais sa mère qui a monté ce macabre projet. Benoît dit bien que il a participé à tout, mais c'est sa mère qui a déclenché le meurtre. C'est elle qui est à l'instigation. C'est elle qui, dès le départ, a l'idée de « débarrassons-nous-en, on va le tuer ». Benoît rejette toute la responsabilité du crime sur sa mère. Et ça n'est pas tout. Selon lui, ce soir du 5 décembre, elle n'en était pas à son coup d'essai. Nadine essayait depuis des mois, dit-il, d'empoisonner son mari. Pour les gendarmes, l'enquête vient de faire un grand bond en avant. Mais une chose les fait tiquer, c'est l'attitude de l'adolescent au cours de l'audition. Si au début, quand il arrivait à la gendarmerie, il était plutôt abattu, le fait d'expliquer ce qui s'est passé, il bombe le torse. On a l'impression qu'il est presque content qu'on s'intéresse à lui et qu'on l'écoute. C'est quand même assez fascinant. Dans son audition, à un moment donné, il indique que quand ils ont amené le corps au cabanon, il dit clairement « Ah ça m'a fait rigoler parce que avec le corps de mon père dans le coffre, je suis passé devant la gendarmerie. » Mais dans son audition, il a dit que ça m'a fait rigoler. Voilà. Ils sont cueillis par ce gamin de 16 ans qui vient raconter en plus tout ça de manière très détachée, comme si c'était pas lui, comme si ça l'intéressait pas. Les gendarmes se disent mais est-ce qu'il affabule pas un peu quand même ce gamin-là ? Il va falloir vérifier ces déclarations. Dans un premier temps, les gendarmes ordonnent des analyses toxicologiques supplémentaires. S'il a été drogué au somnifère, il devrait vite le savoir. En attendant, Benoît est placé en garde à vue. L'urgence maintenant, c'est d'interpeller sa mère. Mais Nadine n'est ni chez elle, ni à l'hôpital. Les gendarmes sillonnent les environs et vers 22h, ils repèrent enfin sa voiture. La veuve sort d'une soirée. Elle est aussitôt conduite à la gendarmerie. Je l'amène jusqu'à mon bureau, à la brigade de recherche de Brignoles. Et là, je lui demande des explications. Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. Je lui demande si elle a bien compris pourquoi elle était placée en garde à vue, pour des faits d'assassinat.
Elle nie les faits, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle dit, mais écoutez, je comprends absolument rien. Cet enfant affabule totalement. Il se donne en spectacle devant vous, mais il raconte absolument n'importe quoi. Elle campe sur ses positions, elle est même très tranquille là-dessus. Nadine semble très sûre d'elle. Et si Benoît avait tout inventé comme elle le prétend? Les gendarmes eux-mêmes se questionnent. Quand les résultats des analyses toxicologiques tombent enfin. Là, c'est un cauchemar chimique. On va pouvoir voir qu'il y a eu de puissants sédatifs essayés à plusieurs reprises. À ce moment-là, on se rend compte que la victime a été visiblement soumise à un flot continu de médicaments pendant de longs mois, pendant de longues semaines. Évidemment que ça donne une toute autre dimension à cette histoire. Les experts ont trouvé la présence de somnifères à des doses incroyablement fortes, mais aussi des traces plus anciennes de puissants neuroleptiques. C'est un rebondissement dans l'enquête. Les gendarmes veulent maintenant réentendre Nadine, mais il leur faut des preuves supplémentaires pour accréditer les aveux de Benoît et la confronter à ses accusations. Ils décident alors de perquisitionner le domicile des Aprins et l'opération va s'avérer efficace. La fameuse ceinture qui aurait servi à étrangler Jean Aprin, qui aurait été brûlée dans la cheminée, et on va retrouver un gros seau de cendre au domicile qu'on va tamiser et on va retrouver la boucle de la ceinture utilisée. Le fameux pilon indiqué par Benoît, on va le retrouver et dans ce pilon, il y a des traces encore des médicaments écrasés dedans. Les gendarmes découvrent aussi des boîtes de somnifères et de neuroleptiques. Des médicaments qui correspondent aux doses retrouvées dans le corps de Jean Aprin. L'enquête avance à grands pas. Tout corrobore maintenant les déclarations de Benoît. Mais qui, de lui ou de sa mère, a prémédité la mort de Jean? À ce stade, la question reste entière. Au domicile, les gendarmes saisissent un ordinateur pour expertise informatique. Si Nadine a tout manigancé, comme l'avance Benoît, elle aura peut-être, pense-t-il, laissé des traces de son macabre projet. Quand on va faire l'analyse du disque dur de cet ordinateur, on va se rendre compte que quelque temps avant le décès de Jean Aprin, elle a multiplié les recherches sur Internet sur les poisons. Et ça, c'était elle qui les faisait sur sa session à elle, sur son ordinateur. On voit qu'elle découvre en fait toute une pharmacopée plus ou moins sérieuse. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Pour tuer quelqu'un. Et cette liste donne le frisson. On y trouve des recherches sur des neuroleptiques, des somnifères, des antipsychotiques et sur leurs effets conjugués. Les gendarmes sont maintenant convaincus que Nadine a tout prémédité et que l'aide-soignante savait exactement où trouver ses médicaments. On peut se servir dans une pharmacie d'hôpital. Il n'y a que dans les services de psychiatrie où les infirmiers ont les clés dans leur poche. Ils ferment, ils ouvrent, c'est sécurisé. Paul Olzac, collègue de Nadine Aprin. Dans les autres services, vous avez des fois les armoires ouvertes. Et pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital, c'est facile de se servir. Pour les enquêteurs, Nadine aurait donc pu subtiliser toutes sortes de drogues pendant ses gardes de nuit à l'hôpital. Mais en salle d'interrogatoire, l'aide-soignante continue de nier. Malgré les éléments accablants que les gendarmes lui présentent, ils n'arrivent pas à la faire craquer. En fait, Nadine, c'est quand même un sérieux client parce que, c'est pas un bandit de grand chemin. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus normal, et les gendarmes ne s'attendaient pas à avoir quelqu'un d'aussi coriace quelque part, parce que quand on essaie de la mettre face à ses contradictions, elle sait se défendre. Entre Nadine et les gendarmes, le bras de fer va durer des heures.
C'est le capitaine Navarro qui mène l'interrogatoire. Un gendarme aguerri qui, peu à peu, va pousser Nadine Aprin dans ses derniers retranchements. Je réinsiste, je multiplie les questions. Là, au bout d'un moment, elle va finir par reconnaître quand même sa participation. Mais ce qui est terrible, c'est que quand elle reconnaît sa participation, en fin de compte, elle reconnaît avoir été mise dans le fait accompli. Son fils avait tué son père et qu'elle a essayé de l'aider à dissimuler le corps. Donc c'est encore pire, c'est que là, elle met tout sur le dos de son fils. Face au capitaine Navarro, Nadine Aprin vient enfin d'avouer sa participation au crime. Mais selon elle, c'est Benoît seul qui a tué son père. Elle n'y est pour rien. Si elle a collaboré, c'est seulement, dit-elle, pour aider son fils et par amour pour lui. S'il y a une chose qui compte dans la vie de Nadine, c'est son fils. Éric Scalabrin, avocat de la défense. Son fils, pour elle, c'est quelque chose de fondamental. C'est son fils. Elle fait cet assassinat quasiment un devoir de mère. C'est-à-dire que, considérant que son fils allait de toute façon tuer son père, il était de son devoir de l'accompagner jusqu'au bout. Elle dit, voilà, si je l'aimais pas autant, je l'aurais pas fait. Et donc, c'est une circonstance atténuante pour elle, c'est ce qu'elle explique. Et ce n'est pas tout, car au capitaine Navarro, Nadine raconte aussi qu'elle vivait en permanence dans la terreur. Elle affirme que Jean l'a frappée régulièrement. Après avoir mis ce meurtre sur le dos de son fils, elle va se faire passer aussi que pour victime. Elle va dresser un portrait au passage de son mari comme étant un homme violent qui lui faisait subir des violences sexuelles quasi quotidiennement, une sorte de tyran domestique absolument insupportable en fait, invivable. Si elle dit vrai, la veuve de la victime pourrait bénéficier de circonstances atténuantes. Mais Nadine est-elle vraiment une femme battue ou ment-elle pour se donner des excuses? C'est ce qu'il va falloir éclaircir. En attendant, le 1er janvier 2013, Nadine Aprin et son fils Benoît sont mis en examen pour assassinat. Nadine est incarcérée à la prison de Draguignan, Benoît, lui, dans un centre de détention pour mineurs. Nadine, mise en examen à la Roquebrussanne, c'est la stupeur. Pour ses collègues, c'est aussi la surprise. Malgré ses ennuis de santé, Stéphane a tenu à témoigner. Quand j'ai appris les démêlés que Nadine avait pu avoir avec la justice, ça m'a semblé complètement impensable et improbable que ça soit elle. Stéphane Serfati, collègue de Nadine Aprin. Professionnellement, elle était irréprochable. C'est un métier qui est éprouvant, c'est une femme qui était courageuse. Personnellement, j'ai jamais eu aucun souci avec elle. Il a été volontaire, présente, ponctuelle, voilà, toujours prête à remplacer en cas d'arrêt d'une collègue. Quelqu'un qui assurait. Alors que tout le monde est sous le choc, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils convoquent les proches de Nadine, car ils veulent en savoir plus sur cette femme qui se dit victime de violences conjugales. La collègue de Nadine va leur faire alors une terrible révélation. En 2002, 6 ans après la naissance de Benoît, Nadine a eu un autre enfant, un garçon, qui est mort 2 mois après sa naissance. Et pour elle, c'est Jean qui serait responsable de ce décès. J'ai été présente une fois, là ça m'a marqué, lors d'une pause, où là elle avait évoqué le fait d'un enfant que son époux aurait secoué et que l'enfant aurait eu ensuite des problèmes de santé et serait décédé. Elle décrivait un milieu familial avec un époux qui la battait ou qui buvait. Je me souviens de cela. Et très honnêtement, une fois que j'ai fait les auditions des infirmières, j'ai presque de la compassion pour elle. Capitaine Julien Navarro,
enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. L'impression qu'en fin de compte, c'est une épouse et peut-être aidée de son fils qui ont voulu se libérer d'un mari et père violent, tyrannique, qui devait leur mettre la misère. Touché par cette femme qui semble être sous l'emprise d'un mari violent, le capitaine Navarro cherche à vérifier ses déclarations. Et étrangement, il ne trouve aucune trace de plainte déposée par Nadine. Alors, Jean était-il vraiment un bourreau domestique ou bien Nadine essaye-t-elle de détourner les soupçons? Les gendarmes auditionnent ses proches pour tenter d'y voir clair. Et c'est un portrait bien différent de celui dressé par Nadine qui se dégage très vite. Toutes les personnes qu'on entend nous décrivent Jean Apprin comme quelqu'un de gentil, de réservé. Physiquement, il ne donne pas l'impression d'avoir le dessus sur son épouse. Ça pourrait être l'inverse. À l'observer, je ne considérais pas qu'elle avait le profil d'une femme qui puisse être vraiment soumise. Paul Olzac, collègue de Nadine Apprin. Parce que j'avais vu en elle une belle énergie, une capacité de se défendre si ça n'allait pas. Elle n'avait pas le profil d'une femme maltraitée. Pour l'entourage de Jean, jamais ce gars-là n'aurait levé la main sur qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il était dévoué à sa femme, dévoué à son fils. C'était un camarade en or. Personne pourrait imaginer qu'à ce moment-là, il ait pu être un tyran domestique. Et ce sont des déclarations qui peuvent être contradictoires par rapport à cette maman qui explique une vie de couple qui est empreinte de violence, véridique ou non. Toujours est-il que dans son esprit, la relation de couple est très mal vécue. À l'issue de toutes ces auditions, difficile pour les gendarmes d'avoir une idée précise du couple Apprin. Ils décident alors d'éplucher à nouveau l'ordinateur de Nadine pour tenter de trouver des réponses. Et ils sont bien loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir sur sa vie. C'est un tout autre visage qui va se révéler d'elle, en fait, et on va découvrir des choses absolument hallucinantes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Des choses que personne n'aurait pu soupçonner. Là, on se rend compte qu'elle multiplie les rencontres amoureuses. Elle a inscrit sur des sites de rencontres. Elle se rend régulièrement dans une boîte échangiste qui se trouve sur le bord de mer. Nadine a des amants partout à la ronde, quoi. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. En fait, on découvre une Nadine qui a une vie sexuelle plus qu'épanouie. D'ailleurs, ils vont aller entendre à un moment donné le patron d'un club échangiste à une vingtaine de kilomètres de là. On lui présente la photo, il dit « Ah, comment elle va, quoi ?» C'est une cliente régulière. En poussant leurs investigations, les gendarmes découvrent que Nadine fréquente 7 amants en même temps et qu'elle a visité des sites de rencontres libertins la veille et le lendemain même de la mort de Jean. On semble bien loin de l'image d'une épouse terrifiée, soumise à un mari violent. Et là, les gendarmes se disent qu'on est au-delà de la veuve joyeuse. C'est la veuve super joyeuse, la super veuve joyeuse, quoi. Si au début, j'avais plutôt de la compassion pour Nadine Apprin, je change un peu d'orientation. Ça décrédibilise un peu la version de la femme battue, violée. Nadine trouvait-elle dans les bras de ses amants une échappatoire à l'enfer de sa vie familiale? Ou bien cette double vie cache-t-elle autre chose? Jean Dorido est psychologue, spécialiste des grandes affaires criminelles, et il a accepté de nous apporter des éléments de réponse. C'est vrai que
Ce que l'on voit chez les femmes victimes de violences conjugales, ce sont des femmes qui souvent sont terrorisées, n'osent même pas regarder un autre homme dans la rue, de peur de déclencher à nouveau de la violence chez leurs compagnons. Jean Dorido, psychologue. Et c'est un fait que Nadine Aprin ne rentre pas du tout dans cette case. Elle ne semble pas terrorisée, ne serait-ce que par l'idée que Jean Aprin puisse découvrir tout ça. Ça ne semble pas du tout l'angoisser le moins du monde. On peut lui jeter l'anathème, on peut lui jeter l'opprobre parce que dans sa vie privée, il y a quelques écarts, mais est-ce que ça rentre réellement en ligne de compte ? Éric Scalabrin, avocat de la défense. On peut avoir une vie exemplaire et être un psychopathe patenté, et inversement. Mais pour les enquêteurs, cette vie dissolue sème le doute sur les déclarations de Nadine. D'autant qu'ils vont apprendre qu'elle aurait menti sur l'histoire de son bébé soi-disant secoué. Les enquêteurs vont évidemment s'intéresser à ça de plus près. Et le médecin va dire « Mais non, cet enfant est mort d'une mort subite du nourrisson. J'en suis certain. J'aurais eu le moindre doute, j'aurais demandé une autopsie. » Pour autant, cette maman est persuadée et attribue le décès de son petit enfant à des violences qui auraient été commises par le défunt. En tout cas, elle en est persuadée. Les gendarmes sentent à ce moment-là que la clé de l'histoire, c'est quand même cette femme. Une femme insaisissable, qui ne cesse de brouiller les pistes depuis le début de l'enquête. Le crime crapuleux, le malaise cardiaque, les affabulations de Benoît, et enfin, son fils, seul meurtrier. Elle semble changer de version à chacune de ses auditions. Alors que cherche-t-elle à cacher à tout prix derrière tous ces mensonges ? Pour les gendarmes, la réponse se trouve forcément dans la vie de son couple. Derrière l'histoire banale d'un mariage qui bat de l'aile, c'est un terrible secret qu'ils vont découvrir. Un drame très intime, survenu il y a plus de 15 ans, qui a bouleversé la vie de Nadine et brisé tous ses rêves. Nadine Aprin a quand même une vie particulière. Elle s'est mariée avec Jean Aprin alors qu'elle était enceinte de Benoît, d'une relation qu'elle avait avec une autre personne qui voulait pas se marier avec elle. Cet homme, dès qu'il apprend qu'il va être père, en fait, il va disparaître dans la nature. Le patriarche apprend courroucé que sa fille est enceinte et qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de mariage. Si bien que tout de suite, le père va dire « Moi, je ne veux pas de fille-mère dans ma famille ». On est dans la campagne, on est dans le Var, on est dans l'arrière-pays, et avec des mentalités qui sont, j'allais dire, plus conservatrices. Il faut donc lui trouver un mari, et de toute urgence, car son ventre va bientôt s'arrondir. Le père de Nadine se met en quête, et très vite, il va tomber sur le gendre idéal. Et en fait, le père trouve Jean, qui est un petit peu le bon gars du coin, qui est travailleur, qui est sérieux. Il est assez simple, il est assez d'accord. C'est un célibataire un peu endurci. Et surtout, on va vendre à Jean une idée, c'est qu'il va enfin avoir du bien un jour. Là, on lui promet d'un coup une ascension sociale à Jean. Tu vas avoir maintenant de l'argent, des terres. Et c'est exactement ce qui va se passer. Un vrai coup de chance pour Jean. Alors, quand on le presse de se marier très vite, il ne pose pas trop de questions. Mais pour Nadine, c'est une autre histoire. Elle est un petit peu mariée avec lui, contrainte et forcée dans ce petit village, alors que c'est pas le prince charmant dont elle aurait rêvé. C'est peut-être là que germent les premiers prémices du drame, parce qu'elle va être obligée de se marier avec quelqu'un dont elle n'est pas amoureuse, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. De l'amertume, de la frustration, de la colère. Et là, tout peut devenir possible. Dans la tête des enquêteurs, ce mariage forcé aurait pu être un sacré mobile pour Nadine. Mais reste une question de taille. Pourquoi, dans ce cas,
n'avait-elle pas divorcé? Elle avait un travail et des terres, et c'était une femme indépendante qui pouvait s'assumer seule. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on est dans le milieu de la vigne. C'est pas évident de divorcer, de se séparer. Il y a un enfant qui est là au milieu. C'est qu'on puisse, entre guillemets, j'allais dire, sauver les apparences et faire chacun sa vie de son côté, c'est envisageable. Mais ensuite, de là à franchir le pas, ça n'a rien d'évident. Le problème aussi, le vrai problème, et ça, l'instruction va le pointer, c'est-à-dire que les deux sont mariés sous le régime de la communauté. Donc non seulement c'est un mariage dont elle n'a pas voulu, mais en plus, elle ne peut pas s'en séparer sans perdre la moitié de ses biens. Donc c'est très très compliqué, elle est coincée. Pour les enquêteurs, Nadine serait donc restée avec Jean pour garder son vignoble. Elle aurait préféré multiplier les amants plutôt que de divorcer. Pendant que Jean trimait au supermarché, elle avait toute liberté pour aller voir ailleurs. Sauf qu'en 2009, Jean avait quitté son poste pour se consacrer au vignoble. Et cela, pour les enquêteurs, aurait tout changé pour Nadine. Le jour où il a décidé d'arrêter son emploi et de se consacrer à sa vie, Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. en fin de compte, il était là tout le temps. Et ça n'arrangeait pas les affaires de Nadine. Que Jean n'a plus les mêmes horaires, Jean est beaucoup plus proche de la maison, il peut survenir à n'importe quel moment. On s'est rendu compte que Jean, après, était devenu un obstacle à sa vie sexuelle. Et si le mobile du crime était là? Jean serait devenu un mari encombrant. Elle s'en serait débarrassée pour fréquenter qui elle voulait. En le tuant, elle gardait ainsi sa liberté et son vignoble. Mais pour les enquêteurs, une question centrale demeure. Est-ce elle qui a tout organisé, ou bien a-t-elle simplement aidé son fils, comme elle l'affirme? Pour tenter de découvrir la vérité, les gendarmes vont devoir se plonger dans les relations entre Benoît et son père. Le jeune homme avait-il une raison personnelle de vouloir le tuer? Quand on demande à Benoît les relations avec son père, il dit qu'ils n'étaient pas toujours d'accord, que son père était trop exigeant sur les travaux de la vie. Il essayait de le former, puisque l'espoir était évidemment qu'il reprenne les rênes de tout ce qui était en train d'être construit. Selon Benoît, Jean était un père un peu autoritaire. Mais de là à vouloir le tuer, les gendarmes ne comprennent pas son geste, jusqu'à cet événement raconté par l'adolescent au cours de son audition. Un incident survenu en 2009, alors qu'il avait 13 ans. Il s'est fâché avec son père pour une histoire de scooter, parce qu'il voulait acheter un scooter, son père a refusé. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en disant à sa mère « j'en ai marre, je veux le tuer ». Et qu'elle elle l'a pris au bon en disant « bah oui ». Et il nous le dit, il était surpris d'ailleurs par la réaction de sa mère, parce que lui disait ça sur le coup de la colère. Une colère vite retombée. Du haut de ses 13 ans, Benoît avait parfois du mal à supporter l'autorité. Mais selon lui, à partir de là, sa mère avait commencé à lui confesser toutes les violences que lui aurait fait subir son mari. Des plaintes répétées pendant 3 longues années. Elle va aller encore plus loin en disant à son fils qu'en fait, son petit frère est mort en fait d'avoir été secoué. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un bébé secoué par le père. Et donc, elle va instiller cette idée-là, que son père, finalement, a tué son petit frère, que son père est un être dangereux. Et à partir de là, il se met à le haïr. Et le coup de grâce, parce qu'il y a un coup de grâce qui est apporté par sa mère, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. c'est qu'elle va lui révéler quelques semaines avant la tragédie que son père n'est pas son père biologique. Une révélation terrible qui pourrait expliquer le passage à l'acte de Benoît.
C'est vrai que ça peut faire sauter une espèce de verrou psychique, d'interdit absolu. Jean Dorido, psychologue. Et faciliter, entre guillemets, ce passage à l'acte criminel, de dire, tu sais, de toute façon, ça n'est pas ton père. Donc vraiment, tu peux y aller. C'est juste un sale type qui bat et qui viole ta mère. À entendre Benoît, les enquêteurs se rendent compte qu'il y a un véritable travail de sape qui a été mis en place par la mère depuis des mois, des années. Il y a tout un ensemble d'éléments qui mettent en condition Benoît pour qu'il vienne à détester son père et à vouloir mettre fin à ses jours. Il aide sa mère à se débarrasser de Jean Apprin parce qu'il est violent avec sa mère. Plein de haine, Benoît aurait fini par se laisser convaincre par sa mère. Il fallait éliminer ce bourreau domestique. Les gendarmes en sont maintenant convaincus. Ce qu'a vécu Benoît, c'est un véritable phénomène d'emprise de la part de sa mère. Pour s'en assurer, ils ordonnent des expertises psychologiques. Benoît est un garçon décrit par les experts comme étant plutôt fragile. Il a du mal à lier des relations interpersonnelles. Il est vraiment dans son monde. L'adolescence, c'est le moment où l'enfant, justement, s'ouvre sur le monde extérieur. Et Benoît est un peu bloqué, lui, dans cette espèce d'enfance qui est le temps de la fusion avec la mère. Nadine Apprin se décrivait comme une maman protectrice. Je l'ai personnellement entendu décrire son fils comme quelqu'un de timide, plutôt introverti. Paul Olzac, collègue de Nadine Apprin. Manquant de confiance en lui et qui avait besoin de sa maman pour grandir, s'épanouir et puis grandir dans la vie. Il y a presque un rapport fusionnel avec sa mère, tellement il a besoin de s'accrocher à quelqu'un, quelque chose, qu'il est tellement seul dans la vie. Pour les experts, Benoît est un adolescent immature et fragile. Un fils unique très couvé par sa mère. Un contexte qui conforte très vite les soupçons des gendarmes. Pour eux, si Benoît a tué son père, c'est que Nadine l'a manipulé pour en faire son bras armé. Quand on voit le profil de Benoît, on peut comprendre qu'il ait passé le cap parce que c'est quelqu'un d'introverti, il est très influençable. Comment peut-on trouver à 16 ans le courage d'appuyer sur un coussin, sachant qu'il y a la tête du père mourant derrière, pendant 30 à 45 minutes? Comment on fait ça? Soit on est nourri d'une haine atroce parce qu'on a subi les pires choses, ou parce qu'on est sous emprise. Et c'est l'emprise, en réalité, qui explique cette histoire. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le cerveau absolument diabolique, machiavélique de cette histoire, c'est la mère. Les enquêteurs ont maintenant une idée précise des rôles de chacun dans la mort de Jean Apprin. Selon eux, Nadine avait l'intention d'éliminer son mari bien avant ce 5 décembre 2012. Pendant des mois, elle aurait cherché le meilleur moyen de l'empoisonner, sans succès. Elle aurait donc manipulé son fils pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce mari encombrant. Malgré ces nouveaux éléments à charge, Nadine continue d'accuser Benoît. Alors, entre la mère et le fils, qui est responsable de l'assassinat de Jean Apprin? Benoît a-t-il agi seul ou a-t-il été manipulé par Nadine? C'est tout l'enjeu du procès qui s'annonce. Le procès de Nadine et Benoît Apprin s'ouvre à huis clos le 29 juin 2015 à Draguignan. Après un an de détention, Benoît comparaît libre. Nadine, elle, va suivre les audiences depuis le box des accusés. À l'ouverture du procès, évidemment, tout le monde rase les murs parce qu'on attend, dans un silence de cathédrale, la confrontation entre la mère et le fils, parce que c'est le nœud de toute cette histoire. On attend que les versions s'accordent en réalité. Si elle continue d'accuser son fils, elle l'embarque comme complice, plus que complice, co-auteur de l'assassinat de son père. Donc, est-ce qu'elle va
continuer à charger son fils? C'est la question que tout le monde se pose. À l'heure de prendre la parole, Nadine va camper sur ses positions et elle continue d'accuser son fils d'avoir tué Jean Apprin. Pour tout le monde, c'est un procès très lourd, avec cette mère qui est en train d'enfoncer son fils pour essayer d'avoir quelques années de prison en moins, en fait. Pour Benoît, c'en est trop. Le jeune homme s'écroule. Le procès en lui-même a été interrompu à plusieurs reprises. Et on a un drame qui se déroule sous nos yeux. Éric Scalabrin, avocat de la défense. On a le fils qui est pétri d'émotions, qui s'effondre, qui fait un malaise, qui cherche ses mots. On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un de totalement déstabilisé. Avocats, magistrats, jurés, tout le monde craint alors que le jeune homme n'arrive pas à supporter le procès jusqu'au bout, et même qu'il finisse par se suicider. Dans le box des accusés, Nadine assiste aussi à la détresse de Benoît. Elle voit bien que le fils peut très bien sortir de la salle d'audience et aller commettre l'irréparable. C'est le fils qu'elle a porté au sein de ses entrailles. Et elle finit par craquer. Jusqu'ici, droite dans ses bottes, elle prend une décision radicale et le procès bascule. Elle décide de garder le silence et à partir de maintenant, je fais jouer mon droit au silence. Et je m'assois et je n'ai plus rien à vous dire. Ce qui, au final, confirme la déclaration de son fils. Le fait est que, en faisant cela, elle sauve de facto son fils. À partir de ce moment-là, son fils est crédible. La messe est dite. Par son silence, Nadine donne tout crédit à la version de son fils. Quant au mobile du crime, la veuve n'en dira rien, jusqu'à la fin du procès. À l'issue des 6 jours d'audience, le dossier reste plein de zones d'ombre. C'est dans ce flou que les jurés vont devoir trancher. Après des heures de délibération, le verdict finit par tomber. Le 4 juillet 2015, Nadine Apprin est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Son fils, Benoît Apprin, a 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Un verdict qui consacre le rôle central de Nadine dans la mort de son mari. À l'issue du procès, Benoît ressort libre. Son temps de détention provisoire a déjà couvert sa peine. Nadine, elle, repart en prison sans faire appel. Depuis, Benoît a changé de région. Il tente de se reconstruire loin du cauchemar qu'il a vécu. Mais sa vie est à jamais bouleversée. Son père assassiné et sa mère en prison, c'est désormais tout seul qu'il doit avancer dans la vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.